Je peux vous poser une question? J'ai 1 million de questions à te poser. À mon tour, j'ai une question. Mais tout cela ne répond pas à ma deuxième question. Alors, je pose la question, monsieur le président, je pose la question, messieurs les jurés, je pose la question à tout le monde. Pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Je sais que tu n'aimes pas les questions, l'Indien. Question à tout, André Berkoff. Ça te fatigue pas toujours de poser des questions tout le temps? Mais non, ça ne fatigue jamais de poser des questions, parce qu'ici on a question à tout et on continuera de l'avoir. Je vous dis, je vous le répète, je vous le radote, il faut se méfier des gens qui ont réponse à tout. En revanche, avoir question à tout, c'est un devoir de chacun. Et je suis content d'avoir avec moi aujourd'hui, avec nous, à Berkoff sur le vif, Gilbert Collard. Gilbert Collard, on ne va pas le présenter. Gilbert Collard est au barreau, ce que Erckmann est à Châtillon, ce que Otis est à Piffre, et ce que... Oh, je ne sais plus. En tout le cas, cigare est à Churchill. Voilà. La moustache à Chaplin. La moustache à Chaplin, c'est vrai qu'on pourrait... Alors, Gilbert Collard, ça me fait toujours plaisir, mais alors, là, vous sortez le tome 2 des Indéfendables. Indéfendable mémoire, traquer la vérité dans les personnages du crime. Alors, on va parler de tout. On va parler évidemment de ces Indéfendables et Indéfendables. Voilà, le tome 2 est paru. Le tome 1er était paru, grand succès. Voici le tome 2. On va en parler de toutes ces affaires. Et alors, quand j'ai vu le sous-titre, j'étais quand même, heureusement que je vous connais, je vous invite à descendre avec moi dans les profondeurs des nuits mortelles. Ouh là là, je me suis dit, où va-t-on? En fait, on va dans les affaires et dans le secret des affaires que vous avez eu à traiter, Gilbert Collard. Mais je n'oublie pas l'homme politique, l'homme politique que vous avez été, que vous êtes toujours, ancien député. Vous avez été quand même ancien député européen, président d'Alternative France, etc. On vous connaît bien. Alors, Gilbert Collard, au départ, il y a une chose que je voulais... Est-ce que vous êtes passé récemment place Vendôme devant le ministère de la Justice, ou pas? Il y a un ministère de la Justice? Je crois, non. Vous estimez que M. Darmanin n'est pas là? Je pense qu'on a des occupants de place. Des occupants de place? Mais on n'a plus de ministre. D'accord. Voilà. Ouais, c'est ça. Vous dites que il y a à Place Vendôme, il y a un ministère de la Justice. Voilà. Il y a un occupant de place. C'est ça. Voilà. Et comme disait Winston Churchill, une voiture vide arrive devant et défend. C'était pas Clément Attlee, c'était Gérald Darmanin. Ouais. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai, je veux dire, avant de parler effectivement de ces procès passionnants d'ailleurs auxquels vous avez participé, évidemment, et ô combien, là, on avait Marc Toiti, l'économiste, qui nous racontait les chiffres, les déficits, etc. Et ce qui était passionnant dans cette histoire, c'est que tout le monde connaît. Aujourd'hui, les chiffres, on connaît les dettes, etc. Et on connaît les politiques. Et les politiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent alors, encore plus d'impôts, encore plus d'impôts, encore plus d'impôts. Je taxe. Comme disait Michel Audiard, on n'aura plus que l'impôt sur les eaux. Mais vous qui êtes encore homme politique, c'est quoi? C'est-à-dire que, est-ce qu'il ne pense plus aujourd'hui qu'il y a deux choses? D'abord, la poussière sous le tapis, et je refile la patate chaude, et après moi le déluge. Puis il y a les prochaines élections, je vais voir comment je vais essayer d'être réélu. C'est quoi, quand même? Alors, vous savez, un des maux les plus mortels de notre société, de notre vie politique, c'est l'ignorance réelle de l'histoire chez les hommes politiques. Alors, inculture? Ça va plus loin que ça, parce qu'on peut connaître l'histoire et ne pas l'avoir appréhendée dans ses profondeurs, comme un De Gaulle aurait pu le faire, comme un Clémenceau aurait pu le faire, comme vous l'avez fait. Vous savez que chez les hindous, l'histoire est une science sacrée. C'est vrai. Parce qu'elle est, et ô combien c'est très légitime. Et voilà, parce qu'elle est considérée par les professeurs comme un laboratoire d'expérience. Bon. J'ai réécouté une conférence d'Henri Guillemin. Oui, le grand historien. Merveilleux historien, merveilleux conférencier, spécialiste de Lamartine, aujourd'hui malheureusement oublié. Et on a la chance avec YouTube d'avoir comme ça des perles. Et j'ai écouté une conférence qu'il avait prononcée sur la Révolution française. Un chef-d'œuvre. Et il explique qu'il savait très bien que la solution, ce n'était pas l'impôt, mais qu'ils avaient fait appel à des banquiers, Necker, et d'autres. Ah oui, la Révolution française, c'est bien de rappeler ça. Et d'autres, et d'autres. Ouais. Et que les banquiers, ils aiment la banque.
Les banquiers, ils aiment les C'est leur métier, ils aiment leur les vocation. Ils aiment les prêts. Les prêts, oui. Necker avait prêté. La dette, c'est beau, voilà. La dette de liste. Ils sont plus tête de liste, ils sont dette de liste maintenant aux élections. Bon. Et à la veille de la Révolution française, quand Mirabeau crie la banqueroute est là, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait des impôts. Hein. On proposait aux nobles de renoncer au champard, qui était ce fameux impôt qu'ils percevaient sur les terres. Ils avaient refusé. Et ainsi de suite, quoi. Et la seule solution, c'était la taxe, la gabelle, l'impôt. C'est la solution que les cons qui gouvernent ont toujours trouvée. La dîme, la gabelle et la taille, la gabelle, absolument. L'impôt sur le sel, l'impôt... Et on revient à ça, et du coup, révolution. Mais on a des facteurs répétitifs quand même. Alors je sais bien qu'on va me dire, l'histoire ne se répète jamais. Oui, elle se répète... Comparaison n'est pas raison, etc. Compagnie, bon... L'histoire ne se répète jamais de la même manière. Mais dans les mécanismes fondamentaux, elle se répète. On a la dette. On a la dette qui est colossale. Par rapport à celle de l'Ancien Régime, c'est de la rigolade entre nous. Ah oui, rien à voir. De la rigolade. Hein. On a l'impôt, on a... Et l'impôt, ça galope. Ils ont inventé maintenant l'impôt déguisé qu'ils appellent la taxe. Des vrais proxos, quoi. Ils nous taxent. Comme le proxo taxe la pute. On nous taxe. Ils ont la taxe maintenant, ce qui leur permet d'éviter de parler de l'impôt. Bon. En même temps, il y a le discrédit sur la généralité de l'institution. Rappelez-vous l'affaire du collier. C'est vrai. Qui va discréditer Louis XVI. Nous, on a et là, ça discrédite à mort en ce moment. Nous, on a un président de la République, ancien bien sûr, mais qui est quand même porteur de ce qu'il fut. Il a accompagné nos soldats morts. Il était devant le drapeau. Il est ce qu'il est. Moi, je ne l'ai jamais aimé. Hein. J'en parle dans mon livre. Je l'avais surnommé Sa Majesté Karcher Ier. Bon, du reste, ça m'avait valu des difficultés avec l'ordre à l'époque. Donc, je ne peux pas dire que j'avais de la sympathie pour lui. Mais dans le contexte, incarcérer un président ancien, c'est honteux, quoi. Donc, on a tous les facteurs qui se coagulent pour nous amener à une situation dramatique. Oui, juste un mot, Gilbert Collard, vous dites c'est honteux. Moi aussi, je n'ai pas... J'ai même écrit un livre pour... Enfin, le défendant qui s'appelait La chasse au Sarko il y a 15 ans. Mais s'il a fait des choses, pourquoi nul n'est au-dessus des lois? Ah non, mais pas... Il y a des gens qui sont au-dessus des lois. Quand un magistrat propose de prostituer sa gamine de 13 ans c'est vrai, sur Internet et qui n'est condamné qu'à 3 ans de prison avec sursis, je trouve que la loi est appliquée d'une manière pas très sévère, là. C'est assez exact. Et quand on voit un magistrat se masturber en pleine salle d'audience et qu'on nous dit qu'il ne faut pas lui en vouloir, il est en mi-temps thérapeutique, ça pose quelques questions. On est d'accord, on se pose quelques questions. Hein. Bon, voilà la situation à l'année là. Personne n'est au-dessus des lois, bien sûr, mais rien ne justifie... S'il est condamné en appel, il fera sa peine de prison. C'est ça, pourquoi il l'a fait avant l'appel? Voilà, ce qui fait difficulté, c'est l'incarcération à titre préventif, on va dire. Hein. C'est ça qui fait problème, alors qu'il n'y a aucun élément de droit qui le justifie. Tout à fait. Mais alors, pour revenir juste, avant de parler des indéfendables mémoires, Gilbert Collard, au fond, la dernière question que je posais à Marc Tati, parce que vous parlez de révolution, mais justement, peut-être ce qui a changé complètement, c'est que certes, il y a aujourd'hui le clergé politico-médiatique, il y a la noblesse capitaliste ou administrative, on ne va pas s'étendre, mais le tiers-État, il est aujourd'hui, on est en 2025, fendillé, archipélisé, écaillé, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de tiers-État. On a un nouveau tiers-État qui, comme le tiers-État à la veille de la Révolution, on connaît la phrase de Sieyès, hein, qu'est-ce que rien, qu'est-ce qu'il peut tout. Bon. On n'a pas encore trouvé l'homme, le doctrinaire, qui inventera les formules qui feront jaillir en synthèse ce tiers-État qui existe. Et c'est possible, à votre avis, aujourd'hui? Oui, regardez, vous, le travail que vous faites, les gens qui vous écoutent, c'est un tiers-État.
c'est un peuple C'est qui plutôt, se oui, sent ceux qui opprimé, nous écoutent. Ouais. c'est un C'est peuple vrai. qui souffre, c'est un peuple qui n'est pas pris en considération et qui se fédère autour de vous, autour d'autres personnes. Oui. On est plusieurs. Oui, mais je voudrais dire ça. Je veux dire, la possibilité, évidemment, rien ne ressemble à rien, vous avez raison. Et rappelez-vous que Marx disait, dans l'histoire, première, ça se passe en tragédie et ensuite en comédie, farce. ouais. Hein. Bon. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, une possibilité de soulèvement, disons, c'est Michel Maffezoli, le sociologue, qui parle de l'ère des soulèvements, est-ce que ça vous paraît tout à fait possible? Inéluctable. Inéluctable, ouais. Vous comprenez, on a, moi je suis historien de formation, j'avais préparé une thèse, tenez-vous bien, sur la décadence de la parole dans le bas empire romain. Pas mal. Et puis je me suis arrêté au bout de 3 années. Là, je vois que vous aviez de l'ambition. Voilà, j'ai dit à mon maître de stage, qui était un personnage remarquable, qui me rêvait agrégé l'histoire du droit, je lui dis non, écoutez, je peux pas, parce que vraiment, j'en ai marre. Je viens de me taper déjà les instituts de Justinien en latin, je peux plus. Bon, mais donc j'ai une formation quand même d'historien. Bon, et je ne peux pas imaginer que les facteurs multiples que nous constatons, on pourrait presque faire de la médecine historique, médico-légale, quoi. Bon, n'aboutissent pas un jour, à des soulèvements. Et Maffezoli, que je rencontre très souvent, qui est un ami, on se voit, on se téléphone, on se parle, je l'appelle chaque fois que je lis saint Thomas d'Aquin pour qu'il me l'explique, parce que je ne comprends pas, et quand il me l'a expliqué, je comprends encore moins. Vous savez comment on l'appelle, Michel Maffezoli? Non. Il est un ami, saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, oui. C'est un personnage remarquable. Remarquable. Bon. Mais alors, donc vous croyez que c'est possible aujourd'hui d'avoir des soulèvements, d'avoir des affrontements? Vous savez, personne ne pouvait prévoir 1789. Oui, ça c'est clair. Bon, personne ne pouvait... Louis XVI disait aujourd'hui rien. Rien. Hein, rappelez-vous. La révolution russe. Bien sûr. La bombe d'Hiroshima. Oui, non, il y a... L'essor du christianisme. Oui. C'est l'imprévisible, et heureusement. C'est l'imprévisible. Bien sûr. Mais vous vous y attendez. Enfin, vous dites simplement, c'est possible et même probable. Voilà, non, mais pour moi, mais attendez, je peux me tromper. Hein, et tout le monde, c'est pas le problème. Bien sûr, mais je crois que c'est inéluctable. Inéluctable. On va vers des affrontements politico-ethniques, on va vers des affrontements communautaristes qui sont bien préparés, qu'on a laissé s'installer, qu'on a laissé s'enquister. L'accueil de Nicolas Sarkozy dans la prison en est un signe clinique. On a publié des choses, enfin les portables dans les... Vous savez, Darmanin avait dit plus de portables dans les prisons il y a des années. Et puis on a entendu, on l'a diffusé ici, Sarko, les gens... Non, je crois que c'est inéluctable. Hein. Ouais. Inéluctable. Dans les années 81, j'en parle dans le livre, on assassine un juge, le juge Michel. Alors parlons-en. Depuis, rien n'a été fait. Rien n'a été changé. Alors justement, c'est intéressant en lisant les Indéfendables Mémoires, déjà lu le numéro 1, d'ailleurs je vous avais reçu là-dessus, et traquer les vérités. En fait, quand vous regardez toutes ces affaires, ces décennies où vous avez défendu, c'est vrai, l'histoire de l'affaire de Carpentras, on va en parler, le Temple solaire, le viol de Morgiou et tous les autres, au fond, si vous aviez à dire comme ça, qu'est-ce que vous retirez, parce que ce qui est passionnant dans votre métier, et c'est vrai, Gilbert Collard, c'est que vous touchez l'âme humaine, vous touchez tous les travers, les bons côtés, les côtés noirs, je veux dire, Dr Jekyll and Mr Hyde d'un peu partout, à tous les étages. Qu'est-ce que vous retirez de tout ça, aujourd'hui? Que l'être humain est un mystère insondable, et que nous devrions en permanence nous rappeler de la grotte préhistorique d'où nous venons, et que tout ce qui peut architecturer cette grotte en palais d'écriture, en palais de peinture, en palais de musique, en palais de poésie, en palais d'éducation, en palais de politesse, en palais de distance, fait que nous nous éloignons de la bête. Mais que dès que ces palais s'effondrent, revient la grotte, revient la bête. On a en nous ce côté préhistorique, total sauvage, et puis la civilisation. Oui. Alors vous savez que je l'explique dans le bouquin longuement, ça, mais
ça a été une théorie à une époque. C'était la fameuse théorie de Lombroso, qui a été battue en brèche parce que, évidemment, elle dérivait vers du racisme. Donc, on a combattu ce côté et on a bien fait. Mais Lombroso considérait que le crime était une résurgence de comportements archaïques. Ouais. Et je crois que c'est vrai, moi. Je crois que c'est vrai. Je crois qu'on a dans nos circonvolutions cérébrales... Il y a cette tentation, mais heureusement combattue. Combattue par tout ce qu'on appelle en criminologie les freins. Le terme criminologique de l'éducation, de la discipline, du respect du maître, du respect de la police, s'appelle les freins. Tout à fait. Les freins. Or, on a un véhicule étatique qui a plus de freins. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de limites, il y a plus... C'est intéressant, vous parlez exactement de ce point de vue, Gilbert Collard, comme Maurice Berger, qui s'occupe des délinquants, des jeunes délinquants qui vont très loin. Vous savez, le Maurice Berger, qui est un psychiatre extraordinaire, et qui disait, le problème aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus de frein. C'est-à-dire que le type, par exemple, il dit dans le bus, il dit, mais pourquoi tu l'as tabassé jusqu'à la mort? Il dit, mais pourquoi je ne le ferai pas? Il n'y a pas de raison, je peux lui donner une gifle. Non, je vais le tabasser jusqu'au bout. Et alors, comme je le faisais dans la grotte. Oui, c'est ça, comme je le faisais dans la grotte, exactement. Alors, parlons un peu de, justement, le juge Michel et Carpentras. Je voudrais mais il y a énormément de choses. Vraiment, je vous recommande. C'est passionnant parce que vous racontez ces histoires, certaines ont été oubliées, d'autres pas du tout, et vous racontez dans le détail tout cela. Et ce qui est... Je parlais du juge Michel. Est-ce que ça a été le dernier juge assassiné? Oui, grâce à Dieu, ouais. Mais on parlait tout à l'heure de Nicolas Sarkozy et de son arrivée dans la prison. Ouais. On a presque l'impression que les magistrats, sans le vouloir, ou en le voulant, mon silence vous a laissé le temps de le dire, l'ont précipité dans un piège. C'est infernal, c'est effrayant. Bon. Je raconte dans le livre un moment qui est méconnu, comme je raconte beaucoup de moments méconnus. Parce que j'étais là, moi. Bon, et j'ai vu ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on a tu. Et maintenant, comme je m'en fous, ce que j'ai vu, je le dis. Bon. Un prisonnier a demandé à rencontrer Michel. C'était un de mes clients. J'ai accompagné... Le prisonnier, donc, était un de vos clients, c'est ça? J'ai accompagné ce prisonnier chez le juge. Et il lui a dit, on va vous tuer. Ah, il lui a dit ça? Un mois après, devant vous? Oui. Un mois après, il était mort. Alors, Michel ne l'a... Alors, il voulait en échange la certitude que sa peine serait innégociable. Sa peine serait aménagée, etc. Voilà. Mais ce type n'a pas fait l'objet d'une enquête particulière. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la prison, tout peut arriver. Tout se sait. Tout se passe. Si quelqu'un de puissant dans la prison décide de tuer Sarkozy... Sauf qu'il a deux, excusez-moi. Oui, mais on en tuera trois. Sécurité, on en tuera trois. Ouais. Vous voulez dire que ça peut se faire? Dans la prison, comme c'est arrivé, l'ordre de tuer Michel est parti de la prison. On sait que l'ordre... C'est sûr, ça. Sûr. Ouais. On sait que l'ordre est sorti de la prison. Dans la prison, on tue mieux à l'intérieur, voire Colonna, qu'à l'extérieur. Et vraiment, c'est pas pour vanter le passage, mais ce huis clos entre Michel que vous racontez dans le livre, ce prisonnier que je raconte dans ce détenu que je raconte dans le livre, ce huis clos est spectaculaire. Et il nous dit à quel point la prison est un lieu démoniaque, dangereux. Et au passage, rendons hommage aux gardiens de prison, qui pour un salaire de merde, se tapent un travail dangereux, difficile, épuisant et pas reconnu. C'est vrai. On peut dire que quand on voit leur salaire et quand on voit ce qu'ils touchent, c'est assez lamentable. Et justement, quand vous voyez ça, mais par exemple, alors restons sur cette scène qui est très forte, le prisonnier rencontre le juge Michel, il dit « on va vous tuer ». Quand vous sortez avec le client, ce n'est pas votre rôle, mais vous ne vous dites pas « mais pourquoi tu as dit ça pourquoi vous avez dit ça à votre client ?» Vous n'en discutez pas après? Bien sûr que j'en discute, mais là, je suis complètement tenu par le secret professionnel. Oui, bien sûr.
Mais au demeurant, il n'en savait pas plus. Ouais. Mais il lui a dit ça. Oui, mais Ouais. la prison bruissait de l'annonce de l'assassinat d'un juge, vous vous rendez compte? Mais, ce qui n'est Lequel pas a rien. été tué par des tueurs à moto. Absolument. Bon, Sans et doute. personne aujourd'hui ne veut voir que... On s'en rend compte avec les narcotrafiquants maintenant, qui organisent des règlements de compte de la prison, qui Tout à fait. organisent des enlèvements de l'intérieur de la prison. Ouais, Bon. c'est La magnifique. prison, elle est un monde dans un monde qui est un monde et un autre monde. Et c'est labyrinthique et à l'infini. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la prison peut être un quartier général des Al Capone d'aujourd'hui, quoi. Bien sûr. On fait tout ce qu'on veut, on organise Bien tout ce sûr. qu'on veut, voilà. Mais à propos Les du juge ordinateurs, Michel, Internet, puisqu'on ouais. parle d'Al Capone, Ouais. il y a le passage où il reçoit un dénommé Jean Jehan, qui est un personnage extraordinaire. Jean Jehan, c'est cet homme qu'on voit dans le film French Connection, Ouais. au moment où il est dans le métro de New York. Et il va s'enfuir, Jehan. Et avant de partir, il se retourne et il dit à l'inspecteur des narcotiques bureau, qui le filochait, « Ciao, français toujours poli, hein ?» Et il se casse. Bon. Et à l'âge de 80 ans, vous vous rendez compte, papy fait de la résistance dans la chenouf, il se fait gauler et il se retrouve devant Michel. Ce vieil homme dont je parle, je ne peux pas tout raconter ici, Non, mais qui parlait quand même 7 langues. Hein, Incroyable. roi de guerre avec Palme, bon, qui était parti faire carrière aux États-Unis, qui a été interrogé par, devinez qui, Elliot Ness. Carrément. Carrément. Étonnant. Carrément. C'est vrai que c'est des personnages hallucinants. Qui était un proche d'Al Capone, Oui, tout à fait. qui a participé avec Lucky Luciano à l'organisation du débarquement en Sicile. Il est venu finir ses jours en France. Et je deviens son avocat quand, à 80 ans, il se fait arrêter pour trafic de stupes. Alors, il m'avait dit un truc extraordinaire. Il m'avait dit, ce juge, il est trop intelligent pour être juge. Mais ce qui hantait Michel, Ouais. c'était de savoir si la scène du film French Connection était vraie ou fausse. Ouais. Et Jean Jehan, Ah, toujours... il lui a posé la question. Ah oui, mais ils étaient devenus quasiment... quasiment. parce que Jehan lui avait dit... Il le tutoyait. Un jour, il l'a tutoyé. Et Jean Jehan lui a dit, monsieur le juge, restez à votre place. Ne jouez pas les malfrats. Restez à votre place. Bon. Et il lui disait tout le temps, mais monsieur Jehan, dites-moi, c'est vrai la scène du métro? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Vous m'imaginez, moi, dans le métro, fuyant un inspecteur du narcotique bureau, et puis arrive le dernier jour du dernier interrogatoire. Le juge dit à Jean Jehan, je vous libère ce soir. Mais je vais faire ce que j'ai jamais fait pour personne. Je vais vous raccompagner jusqu'au couloir qui conduit à la souricière. Moi, j'ai vu la scène. La souricière qui La l'a souricière, sorti. c'est l'escalier L'escalier, voilà. qui mène au Géol. C'était où, ça? C'était À Marseille, palais de Marseille, justice de palais de Marseille, bureau numéro 3, Ouais. ou numéro 2, je ne sais plus. Et donc, j'accompagne Jean Jehan, qui avait toujours une canne, beaucoup plus pour se défendre du reste que pour claudiquer. Et quand il arrive devant l'escalier, alors je le décris en détail, tout ça, bien sûr. Hein. Ouais. Quand il arrive devant l'escalier, il regarde le juge Michel, il se retourne, il lui fait un petit signe de la main et il lui dit « Français toujours poli. Hein. » Magnifique. Ah, il lui rappelle la scène de... Ouais, magnifique. Magnifique. Non, mais c'est ça, c'est vous raconter. C'est vrai que ça se lit absolument comme un polar et un très très bon polar. Alors parlons un peu de Carpentras aussi, parce que Carpentras, ça a été quand même un moment étonnant. Enfin, on s'est rappelé Mitterrand, etc. SOS Racisme, c'était toute époque. Hein. C'était l'époque, je le rappelle, parce que les gens n'ont pas oublié, et puis je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. C'était que à 3 mois d'intervalle, je rappelle que François Mitterrand, en 82 ou 83, avait obligé François Rivérieux d'imposer Jean-Marie Le Pen dans l'heure de vérité, émission de Grand Écoute. Jamais Le Pen n'avait fait une émission de Grand Écoute. Et comme par hasard, c'est Mitterrand qui avait... Et 2 ou 3 mois après, ils font des SOS Racisme. Enfin, ils feraient comme quoi
on fait la Mais balance. on le sait maintenant. Classique, on le sait maintenant. Mais alors, justement, Carpentras. Alors, racontez quoi. La Carpentras, c'est une escroquerie montée de toutes pièces. Bon, la profanation a eu lieu. J'appelle aussi le carré juif du cimetière de Carpentras. Le cimetière a été... Bon, l'antisémitisme était là, mais Jox a compris tout de suite, alors que la communauté juive ne voulait pas ébruiter l'affaire. Il a compris tout de suite l'intérêt qu'il pourrait utiliser. C'est Jox qui a un peu... C'est Jox qui était mise à l'intérieur à l'époque. Qui était à l'intérieur, qui était en voyage à Nîmes. À Nîmes, pour visiter une base aérienne, je crois, hein, et enfin, pour les avions de lutte contre l'incendie. Et il se rend immédiatement à Carpentras et tout de suite, il désigne le coupable. C'est le Front National. Bon. C'est lui qui a dit ça tout de suite. Ah, tout de suite. Lui, vraiment, tout de suite. Et puis c'est repris après par Laurent Fabius, qui va inventer l'empalement qui n'a jamais eu lieu. Et puis... oui, qu'on va trouver quelqu'un voilà. Avec... Bon, ça n'enlève rien, attention, l'horreur, elle est là. Hein. Mais ce qui est grossier, c'est la manipulation qui a été faite pour mettre la profanation sur le dos, déjà, du Rassemblement national. Moi, à l'époque, je ne suis pas du tout proche. Qui était Front National à l'époque. Qui était Front National à l'époque, oui. Moi, je ne suis pas du tout proche du Front National à l'époque. Loin s'en faut, même. Hein. Je suis plutôt un adversaire politique du Front National. Mais c'est 83, ça. C'est 83, bien ça. Oui. 83. Mais non, 90, pardon. 90. Ah oui, 90. Oui. Mais je constate que c'est pas possible, quoi, qu'on nous raconte une histoire. Bon. Et puis, l'affaire s'enlise. Et en 96, à 96... Oui, entre-temps, il y a eu la fameuse manifestation. Il y a la manifestation, alors de masse, tout le monde, on promène l'effigie de Le Pen, Carpentras et moi. Bon. Et en 1996, alors qu'on est à quelques heures presque de la prescription, des skinheads, des néo-nazis, vont, l'un d'eux va, les autres suivront, va se dénoncer pour libérer sa conscience. 96. Chez les renseignements généraux. D'accord. Les renseignements généraux. Lui, il va de son plein gré. Oui, de son plein gré. Bon. Alors, on a dit que c'était un agent c'était un informateur des renseignements généraux. Possible. Bon, possible. Ouais. Bon. Enfin, il y va, il se dénonce. Enfin, moi, je trouve tout à fait extraordinaire que... Enfin, il se dénonce, donc l'affaire se solde par des peines dérisoires. Et le procureur dira à l'audience, le Front National n'y est pour rien. N'y est pour rien. Mais cette affaire marquera. Et il y a encore des gens aujourd'hui, j'en suis sûr, qui s'imaginent que Carpentras, c'est le Front National, alors que ça a été monté de toutes pièces, quoi. Oui, c'est ça qui est... Et vous défendiez donc... Le cousin de la victime, Alain Germont, qui lui était persuadé que ce n'était pas le Front National. Oui, lui n'était pas... Du reste, il était... Récupération politique pure et chimiquement pure. Quoi. Là, on n'a pas le temps, mais dans le livre, je raconte vraiment, mais je l'ai vécu de l'intérieur, moi. Je raconte vraiment comment j'ai vu se mettre en place la manipulation. Et les journalistes ne nous écoutaient pas. Il n'y avait aucune liberté d'expression. On était empêchés de parler. Oui, le narratif était là, c'était le narratif qu'il fallait, le reste, ça n'existait pas. Rendez-vous compte, quelle époque. Des journaux comme le Nouvel Observateur, sauf erreur de ma part, si je me trompe, il me pardonnera, mais je crois bien que c'est lui. Et d'autres journaux, très à gauche, avaient établi la liste des hôtels et des restaurants qui recevaient des membres du Rassemblement national. Et l'avait publié. Et l'avait publié. On ne pouvait pas parler. Après, il y a eu les guignols de l'info qui s'en sont mêlés, qui ont exploité la fameuse histoire de l'enveloppe de Carpentras pour me ridiculiser. C'est terrible quand on a... Rappelez l'histoire de l'enveloppe de Carpentras. C'est simplement c'est dans le livre, je dis, il faudra le lire. Le père Germont prétendait avoir les noms parce que comme le juge ne bougeait pas, il prétendait... Lui, pas moi. Alors après, on a dit que c'était moi le responsable, parce que lui, on ne pouvait pas le toucher. Donc, on frappait sur moi, c'était plus facile. Il prétendait qu'il y avait dans l'enveloppe les noms des vrais coupables.
Ce qui était probablement pas vrai. Moi, je l'ai jamais vu, le contenu de l'enveloppe. Bien sûr. Mais il voulait par là faire bouger la justice, quoi. Bon. Bien sûr. Et je me suis heurté à ce moment-là. Moi, et ça a été un moment très pénible. Je l'ai revécu après dans l'affaire Tangor. À l'omerta, on ne peut pas parler, quoi. Oui. L'autre voix n'est pas entendue. Mais l'invisibilisation continue dans d'autres domaines. Circuler, il n'y a rien à voir. Votre parole ne vaut rien. Voilà. Et justement, de ce point de vue-là, au fond, et vous parlez, on pourrait citer vraiment, encore une fois, je vous renvoie au livre, vraiment, prenez le temps de le lire et vous n'allez pas perdre votre temps, c'est le moins que l'on puisse dire. Et c'est intéressant parce qu'à la fin, vous parlez ceci, d'ailleurs, la grotte primaire, la bizarrerie du crime, vous le dites, réside dans ce paradoxe que l'assassin est une vieille chose sordide, sortie de la grotte primitive, mais qu'il frappe dans un monde moderne. Voilà. Les médias le montrent, etc. Alors moi, j'ai une question à poser à l'avocat Gilbert Collard. Récemment, il y a un certain Robert Badinter qui est rentré au Panthéon. Et on reparle encore de la peine de mort, qui a été effectivement supprimée en France depuis plus de 40 ans maintenant. Et la chose reste là, et on a vu récemment, vous avez vu le procès actuellement de la petite Lola martyrisée, massacrée par Dabia quelque chose. Enfin, c'est terrifiant, parce que même des journalistes rompus pleurent, quoi. Enfin, ils sont... bon. Mais au-delà de ça, moi, je voudrais avoir votre avis, enfin, votre sentiment là-dessus. Et vous n'êtes pas un citoyen lambda. Gilbert Collard, évidemment, c'est le moins que l'on puisse dire. Aujourd'hui, 2025, il y a des pays qui encore le pratiquent, d'autres non, des États aux États-Unis qui le pratiquent, d'autres non. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus? Alors, je comprends tout à fait les victimes qui réclament la peine de mort. On n'a pas le droit de substituer sa morale, son éthique, à l'incommensurable, indéfinissable souffrance des victimes. Je les ai vues, les victimes. On ne sait pas ce que c'est une victime. Il faut avoir vu une victime. Une victime, elle n'est pas seule. Elle est une répercussion de victime. Et puis elle est marquée à vie. Et elle est marquée à vie parce que vous comprenez, elle porte en elle non pas la mort de l'autre, mais la mort assassinée de l'autre. Ça n'est pas rien. Donc je m'interdis de discuter la question de la peine de mort avec une victime. Du reste, quand j'ai défendu M. Rambla, le père de la victime de Christian Ranucci, je lui avais dit, je suis contre la peine de mort pour des raisons religieuses, pour des raisons tout simplement philosophiques. Est-ce que vous acceptez que je vous défende quand même? Il avait dit, moi je suis pour la peine de mort. Je dis, ça je le comprends tout à fait. Bien sûr. Mais je comprends que vous soyez contre. Bon, voilà. Mais l'escroquerie de l'abolition de la peine de mort, et je dis bien et je répète le mot, l'escroquerie, c'est que la perpétuité réelle, mais excusez le pléonasme, d'une réalité réelle n'ait pas été instaurée. Elle n'existe pas, la perpétuité réelle. Aujourd'hui, il n'y a pas de perpétuité réelle. Non, pas du tout. Non, la peine maximum, c'est 30 ans. Bon, après, attention, la peine peut continuer après les 30 années. Vous avez un homme comme Réco, par exemple, qui ne sort pas. Ne serait-ce que parce que, du reste, le mari d'une des victimes a dit qu'il le tuerait s'il sortait. Donc on essaye d'éviter ça. Bon. Mais au bout de 30 ans, la question de la libération peut se poser. C'est une directive européenne. Oui, par exemple, je vous dis ça, il y a actuellement une pétition qui circule, initiée par l'Institut de la justice de Pierre-Marie Sèvres, enfin bon, pour justement Dabia B qui a assassiné, martyrisé, torturé, etc., la petite Lola, 12 ans. Et lui, il se réclame, et je crois qu'il y a 200 000 personnes, mais enfin, au-delà de ça, la perpétuité incompressible. Oui. Ça existe ou pas? Je reviens à ça. Le juge, enfin la cour d'assises peut prononcer une peine incompressible. Elle peut le prononcer, oui. Mais au bout d'un délai de 30 ans, en application des résolutions humanitaires de l'Union européenne,
on est obligé de devoir se poser la question de la libération possible. Donc, la peine incompressible peut perdre sa compression au bout de 30 ans. Comment ? Ce qui est inadmissible. Vous êtes contre ça? Moi, je suis pour la perpétuité réelle. Et je suis pour que seul un jury d'assises, constitué en cour d'assises, décide de la remise en liberté. Ce que le peuple a fait, le peuple le défait. Bien sûr. C'est à eux de décider. C'est à eux de décider. Ouais. Là, on entrerait, mais il ne faudrait pas qu'on soit dans la France où l'on est. Alors, vous comprenez, la France qui se fait piquer ses bijoux à l'aide d'un escalator par une vitre. Avec une petite scie mécanique. Avec une peu. Bon, c'est-à-dire, si on n'était pas la France, il faudrait qu'on ne soit pas la France du gag. À ce moment-là, ça aurait du sens. Ça aurait du sens. Une perpétuité réelle. Et pour les peines qui ne seraient pas incompressibles, la possibilité d'une sortie décidée par une cour d'assises. Oui. Mais il faudrait des moyens, il faudrait tout ce qu'on n'a pas, quoi. Voilà. Ça, ce serait un autre monde, parce que vu la dette et vu tout ce qui se passe. Écoutez, Gilbert Collard, en tout cas, passionnant, indéfendable mémoire, je vous le dis, lisez-le, ça vient de paraître aux éditions Marais, le tome 2, relisez aussi le tome 1, parce que justement, c'est intéressant cette histoire, vous savez, c'est vieux comme le monde. Juste, je veux savoir, premier avocat, la première décembre, c'est le premier procès de l'histoire, puisque vous qui êtes historien quand même, c'était quand ? Est-ce qu'on sait quand ça a commencé ? Oui, les inventeurs du procès... Alors, la rhétorique naît en Sicile. D'accord. Du temps du tyran, je crois que c'était à ça Syracuse. Là, oui. À Syracuse, ouais. Quand il y a eu les partages de terre. Bon, chaque propriétaire a voulu défendre sa parcelle. Et pour ce faire, il a dû se faire représenter par... c'est pas un avocat, c'était par un rhéteur, disons. Bon. Et on a commencé à discuter pour des lopins de terre. Et la rhétorique est née à ce moment-là, comme le théâtre, du reste. Oui. Voilà. Ça vient de loin. Hein. Alors, le premier avocat est forcément, à ce moment-là, à Syracuse. Et un rhéteur. Un rhéteur. Eh bien, écoutez, vous êtes un bon rhéteur. Personne ne peut le nier, Gilbert Collard. Merci. Alors, Maître Collard, si jamais vous avez encore quelques instants, il y a quelques questions sur le chat pour vous. Allez-y. Alors, il y en a une première de Guillaume92 sur X qui nous pose la question: ne serait-il pas souhaitable que la justice française soit un pouvoir comme aux USA et non comme actuellement une autorité ? Oui, les juges élus, etc. Qu'est-ce qu'il veut dire par pouvoir ? Il veut parler de l'élection. Il veut parler, à mon avis, de l'élection des juges, je pense. L'élection et le fait que ce soit reconnu réellement comme un pouvoir en France. Ça a été un pouvoir jusqu'à la Constitution de 1958, mais le fait que ce soit un pouvoir n'a d'effet que dans l'ordre protocolaire. Hein. Oui, sinon c'est pas un pouvoir. C'est une autorité. Voilà. Là, aujourd'hui, constitutionnellement, c'est une autorité. Non. Ce qu'il faudrait, c'est que, enfin, ce que j'ai appelé de mes voeux depuis fort longtemps, il exista une responsabilité civile des juges. Absolument. La même que celle qu'on applique aux avocats. Qui juge les juges ? Voilà, vous comprenez. Là, aujourd'hui, c'est l'État qui s'interpose entre le justiciable et le juge. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on va y arriver, du reste. Hein. Mais ce qui est incroyable, c'est la lâcheté des parlementaires, quoi. Aucun groupe parlementaire n'ose porter la réforme. Enfin, dans notre pays, le seul corps irresponsable, c'est celui des juges. Hein. Tout à fait. Sans sanction, irresponsable, au vrai sens du terme. Oui, Nous avons une dernière question donc de Xavier sur Facebook. Maître, à propos de la peine de mort, pouvez-vous nous parler des courriers qui arrivent à la chancellerie de détenus de longue peine qui la demandent ? Qui demande quoi ? La peine de mort. Est-ce qu'il y en a qui sont... Est-ce que ça existe ou pas ? Non, je suis pas au courant. Là, honnêtement, je vous dirais n'importe quoi. Là, hein. Non, d'accord. Donc, voilà. Merci beaucoup pour le chat. C'était tout. Merci, Gilbert Collard. Merci. Eh bien, merci. Et encore une fois, indéfendable mémoire.